Vous écoutez France Culture. Carte blanche à Caroline Fourest. Un grand bonjour Caroline. Bonjour Ali. Et ce matin, la mariée n'était pas vierge. C'est presque le titre d'une pièce de théâtre, mais c'est un peu moins passionnant. Il y a quelques semaines, un tribunal de grande instance de Lille prononçait l'annulation d'un mariage à la demande d'un conjoint qui estime avoir été trompé sur la marchandise. Il pensait avoir épousé une femme vierge et elle ne l'était pas. La décision vient d'être connue et suscite un débat passionné que nous allons tenter d'examiner avec un peu de sang-froid. Dans un pays où il est relativement facile de divorcer, la procédure visant à analyser un mariage est plutôt rare, mais elle existe. Le ministère public l'utilise notamment pour annuler des mariages blancs ou des mariages forcés. Les conjoints peuvent également saisir l'article 180 du Code civil s'ils estiment avoir été trompés sur l'une des qualités essentielles de leur conjoint. Il arrive par exemple qu'un conjoint l'obtienne parce qu'il a découvert que son partenaire était homosexuel, anciennement prostitué ou impuissant. En l'occurrence, le mari pensait avoir épousé une femme qui lui a été présentée comme célibataire et chaste. Il est ingénieur, elle est étudiante, et tout se passait plutôt bien jusqu'à la nuit de noces, où, après quelques minutes, le mari est revenu furieux parmi les derniers convives, en expliquant que le drap n'était pas taché de sang. Le père de la mariée s'est senti déshonoré et a donc ramené la mariée, un peu comme on retourne un produit avarié. On imagine ce qu'elle a dû ressentir. Dès le lendemain, son époux a cherché à faire annuler le mariage. En principe, la difficulté consiste à prouver qu'on a été induit en erreur sur l'une des qualités donc dites essentielles de son conjoint. Ici, la question ne s'est pas posée puisque devant le tribunal, la jeune femme a reconnu avoir eu des relations sexuelles avant le mariage. Et la publication juridique qui commente la décision nous explique que la jeune mariée avait caché la vérité, convaincue que son fiancé ne l'aurait jamais épousée s'il avait connu la réalité. Au vu du code, les juges pouvaient difficilement faire autrement que d'accorder l'annulation dans la mesure où, effectivement, la mariée avait menti sur une qualité essentielle aux yeux de son mari. C'est d'ailleurs l'argument invoqué par le plaignant « Je ne peux pas faire une union solide basée sur un mensonge ». Les juges lui ont donc donné raison non pas parce que la mariée n'était pas vierge, mais en raison de ce mensonge. Il ne s'agit pas d'un accommodement raisonnable comme on le pratique au Québec, c'est-à-dire une concession au communautarisme religieux sous prétexte de tolérance ou de multiculturalisme. Cette affaire est moins troublante en raison du jugement qu'en raison de la nature de la plainte. Car elle révèle au grand public ce que tous les gynécologues et les militants du planning familial savent, à savoir qu'en 2008, alors que les hommes se vantent volontiers d'être expérimentés, on continue à considérer une femme comme un produit dont la date de validation serait périmée dès lors qu'elle a eu une vie sexuelle et amoureuse avant le mariage. Certaines jeunes femmes vont même jusqu'à débourser 2 700 € pour se faire recoudre l'hymen en cachette. La technique est un peu nouvelle, mais la motivation, elle, ne l'est pas du tout. Cette tradition sexiste consistant à faire peser l'honneur d'une famille entre les cuisses des femmes a une histoire au moins aussi longue que le péché originel, et des grands-mères ayant connu la France des années 50, celle d'avant mai 68 et du mouvement féministe des années 70, vous racontent qu'elles étaient surveillées comme le lait sur le feu pour arriver vierges jusqu'au mariage et se marier en blanc. Aujourd'hui encore, il existe des mouvements comme l'Amour vrai attend, qui invitent des jeunes catholiques à rester vierges jusqu'au mariage et même à signer des certificats de virginité par lesquels ils s'engagent, je cite, à rester purs par la grâce de Dieu. Mais au moins, le devoir de chasteté s'applique aux hommes et aux femmes, et les familles ne vont pas frapper aux portes des cabinets de gynécologues pour exiger des certificats de virginité. Par contre, il existe des catholiques qui demandent l'annulation de leur mariage plutôt que de divorcer lorsqu'ils apprennent que leur conjoint a été marié et ne leur a pas dit. En l'occurrence, ce jeune couple était musulman et ne soyons pas hypocrites, les familles qui se préoccupent encore de savoir si la mariée était vierge sont désormais plutôt musulmanes. Mais il ne s'agit pas forcément de familles intégristes, ce qui peut être encore plus consternant. Les jeunes femmes que l'on soumet à ce test de virginité ont grandi en France, ne portent généralement pas le voile. Elles se plient à cette coutume par peur de fâcher leur famille ou d'avoir mauvaise réputation. Et cette obsession familiale tient moins à la religion qu'au fait d'avoir émigré dans les années 70, de ne pas avoir connu mai 68 et le mouvement de libération des femmes, ou de ne pas s'être sentie concernée par ce mouvement, c'est-à-dire de vivre dans une image totalement figée des coutumes patriarcales de son pays d'origine. Ce qui est choquant donc, c'est moins le jugement de Lille que la persistance épuisante de coutumes sexistes. Reste à savoir comment ce jugement sera perçu par toutes celles à qui l'on donne le sentiment que mentir sur sa virginité est une faute, même aux yeux des tribunaux de la République. Merci Caroline Fourest, et je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique et y réagir sur le site des Matins de France Culture. On vous retrouve, Caroline, vers 8h30 pour la dernière partie de l'émission et le débat en compagnie de notre invité, le directeur du Conservatoire national d'art dramatique. C'est Daniel Mesguich qui vient d'arriver ici dans les studios de France Culture. Vous écoutez la radio et France Culture, il est 7h30.